Bonjour tout le monde, bienvenue à l'Espace Cuisine pour la sécurité alimentaire. Je m'appelle Erika Salem, je suis agente de programme pour le Conseil du système alimentaire montréalais et chargée de projet de l'Espace Cuisine pour la sécurité alimentaire. Aujourd'hui, j'ai le plaisir, l'honneur et la joie d'accueillir en fait, on a collaboré avec le Carrefour solidaire ainsi que VRAC France pour organiser ce webinaire. Juste pour rappel, là, s'il y a des personnes qui n'ont jamais participé à nos activités, ben, l'Espace Cuisine, c'est un projet qui vise à rassembler les personnes qui travaillent pour la sécurité alimentaire des Montréalaises et des Montréalais pour qu'on se partage nos outils, les bonnes pratiques, les leçons apprises qui sont issues des projets qui visent à répondre aux besoins alimentaires des Montréalaises et des Montréalais, particulièrement des personnes en situation en précarité économique. Évidemment, c'est un projet qui est ancré à Montréal, mais toute personne qui vient d'ailleurs au Québec et ou dans le monde sont plus que les bienvenus à participer activement et partager leur expérience qui est super enrichissante à chaque fois. L'espace cuisine permet maintenant, là, ça fait 4 ans qu'on roule ce projet-là, puis il y a plus de 850 personnes qui sont inscrites à notre liste d'envoi. Il y a près de 40 webinaires participatifs qui ont été réalisés depuis 2020, puis on a tous les webinaires qu'on organise sont toujours, ou tout, 95% des webinaires qu'on organise sont réalisés de façon en co-création avec des organisations, des personnes qui travaillent en sécurité alimentaire, qui ont une expertise sur le sujet. C'est rarement moi-même toute seule dans mon coin qui anime. Et je vous invite à justement venir me voir, poser des questions, m'inciter à collaborer avec vous pour aborder un sujet qui vous intéresserait en lien avec la sécurité alimentaire. Le but d'Espace Cuisine, donc, c'est de contribuer au partage de la compréhension des enjeux liés à la sécurité alimentaire, l'insécurité alimentaire, les systèmes alimentaires locaux, promouvoir des approches porteuses qui sont mises en œuvre à Montréal et ailleurs pour répondre à ces enjeux. Renforcer la coopération entre les acteurs et actrices de la sécurité alimentaire, puis on veut harmoniser le travail pour la construction d'un système alimentaire locaux, notamment en clarifiant le rôle et les actions de chacune et chacun. Dans le fond, c'est un peu complexe, ça, la sécurité alimentaire, les projets, les gens, les rôles de tous et chacun, ça peut être mélangeant. Nous, on essaie de clarifier qui sont les acteurs. Justement, aujourd'hui, on parle de gouvernance participative, mais qui participe à la gouvernance de l'alimentation? On va aborder ça aujourd'hui. Justement, là, aujourd'hui, on parle de démocratie alimentaire. Ça, c'est comme le nec plus ultra du sujet, à mon humble avis. Je dis prise 2 parce qu'on a déjà on a commencé à aborder le sujet avec la collaboration de Pauline Scherrer de Vac France qui nous a parlé des caisses alimentaires communes, qui est une initiative en France. Puis là, aujourd'hui, à la fin de ce webinaire-là, je pense qu'il y a eu lieu en février, on s'était dit, hey, ça serait fun de continuer la conversation, puis un peu plus comprendre qu'est-ce qui se passe, c'est quoi les projets au Québec qui ressemblent à la caisse alimentaire commune. Fait que si ce sujet-là vous intéresse, le webinaire est disponible sur notre site web et il sera envoyé en lien suite à l'activité d'aujourd'hui. Donc, on veut aujourd'hui échanger sur les projets à Montréal, au Québec, qui s'approche des caisses alimentaires communes. On veut s'inspirer et réfléchir aux leviers et barrières liés à la gouvernance participative puis à la participation citoyenne. Puis, on veut explorer le potentiel d'inspiration des caisses alimentaires communes et l'intégration de principes de démocratie alimentaire dans les initiatives à Montréal. Puis là, entendez-moi bien, les caisses alimentaires communes, c'est vraiment pas comme des coupons nourriciers. Il y a des différences intrinsèques, puis on peut pas comparer l'un et l'autre. Mais pour tenir la conversation sur les sujets, je trouvais que c'était pas pertinent comme projet, puis il y aurait plein d'autres projets pertinents. Vous êtes des personnes qui probablement portaient des projets qui auraient pu être panélistes aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on a la chance d'avoir le Carrefour solidaire Centre communautaire d'alimentation, qui est représenté par Samuel Génie ainsi que Laurence Pépin. Merci d'avoir collaboré pour le webinaire d'aujourd'hui. Puis, on a Pauline Scherrer de Vac France qui revient pour une deuxième fois aujourd'hui, j'ai demandé de mettre son chapeau de sociologue j'ose dire, geek de la sécurité alimentaire, de la précarité alimentaire, de la démocratie alimentaire. C'est une grande chance qu'on a d'avoir Pauline aujourd'hui pour aller approfondir un peu de façon très précise, je dirais, ces questions-là de démocratie alimentaire. Donc, premièrement, qui est dans la salle? Je vais juste voir un peu c'est qui est dans la salle, puis avec votre formulaire d'inscription, on voit qu'il y a beaucoup de regroupements, tables de quartier, organismes en sécurité alimentaire, des OBNL et associations. Puis, il y a beaucoup de monde d'administration publique qui se sont inscrits aujourd'hui.
Je trouve ça super intéressant. C'est beaucoup des gens des arrondissements qui sont intéressés de plus en plus par la participation citoyenne. Puis ça, c'est un phénomène que j'apprécie énormément et que je serais curieuse d'approfondir. Là. Qu'est-ce qui suscite l'intérêt de ces personnes-là à ce webinaire aujourd'hui? Puis là, j'ai le goût de vous demander pourquoi vous êtes là ce matin. Qu'est-ce qui suscite votre curiosité pour un peu voir, bon, ben, ah ouais, je savais que si j'allais mettre être mieux outillé pour favoriser la gouvernance participative, les gens allaient dire ça. Mais c'est ça. Je vais voir qu'est-ce qu'on approfondit les outils. Hein. Bon, je me suis mis la main dans dans le panier de crabe avec d'accord, on va essayer de vous trouver des outils pour favoriser la gouvernance participative. Puis il y en a qui disent autre chose. J'aime ça. Vous êtes là pour échanger avec nous. J'aurais dû le mettre ici. Donc, fantastique. Mieux connaître les coupons de Russie. Bon, au moins, on va y arriver. C'est juste un petit exercice participatif. Continuons. Carte proximité. Il est 9h09. Et puis, c'est à ce moment-ci que je laisserai la parole à Laurence et Samuel. Laurence et Samuel, je ne vous l'ai pas dit, mais j'ai le contrôle de la présentation. Vous avez juste à me dire prochain. Ok, allons-y. Bonjour à toutes et tous. Donc Samuel, je suis coordonnateur de la carte proximité Carrefour Solidaire. Voilà, une petite présentation rapide. La carte proximité, bah, initialement c'est un programme qui visait à tester l'implantation des programmes de coupons fermiers bah, à Montréal. Donc il y avait les deux un objectif là, de renforcement de l'agriculture locale qui était présent dès le départ. On va y revenir après. Ensuite, c'est aussi l'évolution d'un projet citoyen, parce que voilà, en fait, en préparant ce webinaire, je me suis informé sur l'historique et ça vient d'un comité citoyen, donc on est en plein dans la participation citoyenne. Et puis, on s'est inspiré aussi de la recherche et puis d'autres expériences innovantes ailleurs au pays et dans les autres provinces canadiennes. Puis ben, finalement, la carte proximité, c'est une carte de paiement, une carte prépayée. Elle peut être utilisée dans tous les marchés participants qui sont partenaires avec nous. Et c'est ça, les gens peuvent finalement acheter tous les aliments qui sont proposés sur les étals au sein de ces marchés. Puis, et une grosse partie des produits qui sont vendus auprès de ces marchés-là sont des produits québécois ou ontariens. Donc les deux grands objectifs du programme, ben, nous au départ, on avait l'ambition avec ce programme-là de relier deux objectifs qui semblent parfois assez éloignés, qui sont à la fois renforcer la sécurité alimentaire et puis l'accès aux aliments frais et sains pour les personnes qui vivent de l'insécurité alimentaire, tout en encourageant l'approvisionnement local et puis des partenaires qui travaillent avec nous, donc des marchés qui travaillent avec nous pour favoriser l'accès et puis la consommation de produits locaux et in fine l'économie locale. Je passe la parole, je pense à ma collègue. Ah non, excusez, j'ai encore une slide, c'est ça. Et puis, ben, on a comme on a des partenaires, beaucoup de partenaires à Montréal et à Laval, mais aussi ailleurs. Mais en ce qui concerne Montréal et Laval, on travaille avec une centaine de kiosques. Donc, on appelle ça des kiosques, mais on a une très grande diversité de marchands avec qui on travaille. Donc, c'est aussi bien des kiosques dans des marchés publics que des kiosques à la ferme, tenus par des producteurs et des productrices. On travaille évidemment aussi avec des épiceries solidaires, des marchés communautaires. Voilà, on a une très grande diversité de types de partenaires, on va dire. Et puis, on travaille avec une cinquantaine d'organismes communautaires à Montréal et Laval qui jouent un rôle très important puisqu'ils font l'intermédiaire entre le programme et les participants et les participantes, tout en distribuant les cartes à leurs membres, en effectuant des suivis au cours du programme qui se déroule pendant l'été et en participant aussi à l'évaluation du programme. Je l'ai pas redit, mais la carte proximité, on va dire le cœur du programme, c'est le programme estival, donc qui se déroule du 1er juillet au 31 octobre chaque année. Euh, c'est ça. Donc c'est vraiment ça, mais il y a aussi d'autres dérivés du programme qui existent et qu'on va vous présenter ensuite. Oui, c'est ici que je prends le relais. Moi, c'est Laurence Pépin. Je suis adjointe à la coordination de la carte proximité au Carrefour solidaire. Euh,
Puis ici, pour les projets pilotes, en fait, qu'on a développés dans les dernières années avec différentes régions qui ont démontré de l'intérêt pour le programme. Donc, on travaille avec des acteurs clés du territoire qui, eux, agissent en concertation pour mettre en œuvre le projet. Qu'en Outaouais, c'est avec la table de concertation sur la faim et le développement social. Puis en Estrie, c'est avec le comité estrien des saines habitudes de vie. Donc, eux nous aident à déployer le projet avec les marchés publics directement et leurs producteurs. Donc, c'est un chantier qui est en cours, duquel on est très fiers, puis qui est en développement. Les dérivés dont Samuel parlait, c'est notamment le programme annuel qui est déployé depuis 2023 dans 3 arrondissements à Montréal. L'objectif, essentiellement, c'est de tester les impacts plus à long terme du programme, étant donné que l'insécurité alimentaire se vit pas que pendant l'été, pendant 4 mois. Donc, on cherche à expérimenter là, par rapport à un programme qui serait toute l'année. Tu peux changer de diapo, Erika. Au niveau du financement, on a un financement fédéral jusqu'en 2027. Sinon, il y a un travail de fond qui se fait actuellement pour une mise à l'échelle du programme. On y reviendra sans doute, mais l'ambition, c'est de nationaliser le programme, donc d'aller chercher un financement plus conséquent. Puis, il y a aussi un volet de financement local. Donc, on encourage nos partenaires locaux à lever des fonds avec des bailleurs plus locaux, avec des sous qui sont disponibles au niveau des arrondissements. Puis, c'est un total de 270 000 depuis 2024. Au niveau des ménages, le montant qui est mis sur la carte mensuellement dépend de la taille du ménage. Donc, de 50 à 125 par mois qui est mis sur la carte sur 4 mois ou bien sur 12 mois dans le cas du programme annuel. Comment les paiements fonctionnent, un petit mot là-dessus. On a une plateforme Tomate qui est un site open source qui permet aux marchands de scanner le code QR qui est sur la carte proximité, en fait, puis de faire les transactions. Donc, les marchands reçoivent un transfert bancaire à la fin du mois avec le montant total des transactions qui ont été réalisées avec les cartes proximité dans le mois. C'est une plateforme qui est très simple, puis dont on est assez fiers. Ensuite, avant 2023, en fait, c'était pas tous les aliments qui étaient achetables avec la carte proximité, c'était restreint aux aliments locaux. Mais depuis 2023, les achats ont été élargis à tous les aliments des kiosques pour s'assurer que l'approvisionnement local reste au cœur des marchands. On a mis en place une politique d'approvisionnement local. Donc, les marchands revendeurs, en fait, s'engagent à la charte d'approvisionnement local, puis effectuent également des rencontres personnalisées pour se fixer des objectifs d'approvisionnement local à atteindre. Donc, c'est un peu notre façon là, de s'assurer que le deuxième objectif du programme est bien atteint. Puis, dans le cadre du programme également, il y a des outils qui sont partagés, notamment une base de données des fournisseurs, puis plusieurs moments de réseautage et d'échange là, pour mettre en commun les bons coups pour renforcer les systèmes alimentaires locaux. Alors maintenant des chiffres, je vais pas passer en détail dessus, mais l'idée de ces chiffres-là, c'est de comprendre que, bah oui, depuis 2020, là, le programme grossit en termes de nombre de partenaires. On travaille avec de plus en plus d'organismes à travers Montréal et puis le Québec pour distribuer des cartes et pour nouer des partenariats avec des marchands qui l'acceptent comme mode de paiement. Et bah, la volonté traduite derrière ça, c'est de aussi s'assurer un accès équitable au programme parce que dépendamment de là où on habite, à Montréal en tout cas, ben, on n'a pas forcément accès au programme parce que il n'y a pas d'organisme autour de chez moi qui distribue la carte. Donc voilà, on essaye de travailler, d'être présent dans tous les arrondissements et puis aussi bah, de se servir du programme pour encourager le développement
d'initiatives de mise en marché un peu alternatives. Donc, notamment de développer comme des marchés solidaires ou des marchés publics dans des territoires qui sont un peu moins pourvus. Donc voilà, on essaye de faire d'une pierre deux coups de cette façon-là. Et puis, bah, évidemment, le nombre pardon, de ménages rejoints et de personnes rejointes augmente logiquement à travers les années, puisque le financement augmente aussi depuis 2020. Et c'est en grande partie grâce au travail qui est fait par nos partenaires dans les différents territoires qui participent au financement du programme. Donc, félicitations encore à nos partenaires d'être convaincus et puis de vouloir que ce programme-là continue d'exister. Donc c'est en grande partie aussi grâce à eux et elles. Et c'est ça. Donc en tout, on a quand même enfin près de, en comptant le programme annuel, on est à plus de 2 millions de dollars qui ont été triplement investis à différentes échelles. Donc aussi bien pour les ménages qui vivent dans la sécurité alimentaire en renforçant leur pouvoir d'achat, mais aussi bah, les modèles d'économie sociale, puisque comme une grosse partie de nos partenaires marchands sont des épiceries solidaires ou des marchés communautaires, c'est-à-dire bah, voilà, des organismes communautaires qui mettent en place des initiatives de mise en marché, bah, finalement, ça fait des ventes en plus, ça augmente le chiffre d'affaires et donc ça renforce leur capacité à être résilients, ces partenaires-là qui ont des modèles d'économie sociale. Puis le troisième volet où il y a un renforcement, un investissement qui est fait, pardon, c'est au niveau de l'agriculture locale, puisque au niveau, comme la majorité de nos partenaires s'approvisionnent avec des produits locaux, bah forcément, cet argent-là permet d'acheter des produits locaux et de les revendre. Donc, il y a vraiment un triple investissement qui est permis grâce au programme et ça, on en est assez fiers. On essaye de le valoriser parce qu'on ne s'en rend pas forcément compte dès le départ. Mais voilà, c'est vraiment un système alimentaire local qui est vraiment renforcé via le programme. On a un taux d'utilisation aussi qui est très très bon, ce qui traduit qu'il y a en fait un très bon taux enfin comment dire, que les gens sont très très contents et contentes de participer à ce programme-là. Et puis on observe chaque année, malheureusement, on va dire beaucoup de gens qui veulent participer à nouveau. Donc ça, à la fois c'est positif parce que ça veut dire que le programme répond aux attentes, mais à la fois ça veut dire que l'insécurité alimentaire persiste et que bah, malheureusement on reste un programme complémentaire aux autres formes de soutien alimentaire. On n'arrivera pas à combler tous les besoins seulement avec nos petits montants qu'on met sur nos cartes chaque mois. Donc on reste humble et puis on a besoin évidemment du reste des partenaires en sécurité alimentaire au Québec pour essayer bah, de lutter contre l'insécurité alimentaire. Et puis voilà, juste quelques chiffres que je vais passer rapidement aussi. On évalue différents aspects à travers le programme, mais on a une forte satisfaction au niveau de l'offre alimentaire. On a une belle augmentation aussi de la consommation, l'achat de produits légaux, de fruits et légumes, pardon. Donc il y a aussi un renforcement de l'accès aux produits frais et sains permis par le programme. Donc ça, c'est des bons points aussi. Et puis le dernier tableau au niveau des chiffres, on- on présente. J'ai laissé Erika passer à la dernière slide. Ouais, merci. C'est ça, on évalue aussi d'autres aspects, notamment la réduction, l'impact du programme sur la réduction de l'insécurité alimentaire grave. Et donc, on voit qu'il y a quand même de beaux impacts à ce niveau-là aussi. Et évidemment, une réduction des coûts liés à l'alimentation permise par le programme. Et aussi un élément phare du programme qui est le renforcement du sentiment de dignité, puisque avec la carte proximité, les personnes ont plus d'autonomie, plus de choix aussi pour subvenir à leurs besoins alimentaires. Donc c'est quelque chose aussi qui est permis par le programme. Oui, je trouvais plus mon micro. Merci Samuel pour cette présentation. Samuel et Laurence, c'est super intéressant. Premièrement, je voudrais juste savoir en premier lieu, est-ce qu'il y a des personnes qui avaient des questions de clarification pour Samuel et Laurence? Oui, il y a Martin Crépeau qui l'a de main. Oui, donc bonjour, je suis de l'arrondissement de Ville-Marie. Donc, je connais bien le Carrefour là, pour collaborer régulièrement avec vous. J'avais une question par rapport au taux d'utilisation, donc qui est
qui est quand même très, très impressionnant. C'est ça, on voit bien que ça démontre. Mais justement, qu'est-ce qui se passe avec justement la portion d'usagers qui l'utilisent pas? C'est quoi le suivi que vous faites? Puis qu'est-ce qui arrive justement avec les cartes qui sont pas utilisées? Est-ce qu'ils sont redistribués à tout le monde? Parce que de ce que je comprends, les gens l'ont physiquement entre les mains, donc c'est difficile de voir. Vous comprenez le sens? C'est ça, en fait, on a tout un système de suivi qu'on met en place durant le programme. Donc, nous, on transmet mensuellement des informations à aux organismes partenaires. On leur demande de contacter les personnes qui n'ont jamais utilisé leur carte pour essayer de comprendre quels sont les obstacles à l'utilisation de la carte. Parfois, il y a des obstacles de type logistique ou parfois des obstacles de type de compréhension, parce que c'est pas tout le monde qui parle le français ou l'anglais à Montréal. Donc, parfois, on est obligé de passer via des interprètes ou d'autres documents pour bien expliquer le fonctionnement du programme. Voilà, il y a des petites barrières. Souvent, on s'aperçoit au mois de juillet, il y a un taux d'utilisation qui est assez bas, mais plus le programme avance et plus le taux d'utilisation augmente. C'est pour ça qu'on arrive à la fin à bien dire aux organismes, hey, rappelez à vos membres que ça finit le 31 octobre et que l'argent risque d'être perdu. Et à ce moment-là, on voit bien qu'il y a un très très gros taux d'utilisation. Donc les ventes sont beaucoup plus grandes au mois d'octobre. Et sinon, au niveau de l'argent qui n'est pas utilisé, ça, en fait, c'est réinvesti dans le programme d'après. En fait, on a en fait la capacité de conserver des montants d'une année sur l'autre. On a cet accord-là avec nos bailleurs de fonds. Donc, on a quand même assez de flexibilité à ce niveau-là. Et puis, on a aussi le programme annuel dans lequel on peut réinvestir une partie des montants non utilisés. Merci. Fantastique, excellente question de clarification. Merci, Martin. Je vois pas d'autres mains levées, puis je vais en profiter. Oh, on a Francisco. Oui, bonjour, Francisco Piesua du mouvement ATD Carmonde. ATD, pour ceux qui ne le savent pas, signifie Agir tous pour la dignité. Nous posons toujours une question euh, à propos de ces programmes qui sont si importants. Quelle est la capacité des gens qui participent, qui sont bénéficiaires, disons-les comme ça, de ces programmes, de faire un choix de leurs aliments, de pouvoir choisir comme nous le faisons quand nous allons dans le supermarché, nous choisissons ce que nous voulons. On sait bien par le système que parfois les choix est limité, mais quelle est la capacité des choix et quelle est la capacité, tout à l'heure j'ai vu qu'on veut des aliments, accès aux aliments entre parenthèses, il faudrait savoir pourquoi entre parenthèses sain. Alors voilà ma question, s'il vous plaît. Je me permets, Samuel et Laurence, de demander, est-ce qu'on garde la réponse pour plus tard parce que ça fait partie des éléments qu'on voulait aborder de façon cruciale? Est-ce que ça semble, ouais, ça me semble. Fait que Francisco, ta question est tout à fait pertinente, puis on allait certainement aborder ce volet-là. Puis d'ailleurs, c'est ce qui tu te permets de faire le pont pour ramener aux questions qu'on avait préparées. Donc, je me permets de me remettre ta question la réponse s'en vient dans quelques minutes. Puis si on n'y a pas répondu, on va y revenir à la fin. OK, Donc, merci. merci à toi. Est-ce que vous voyez bien mon écran levé barrière? Excellent, on dit à la gouvernance. Donc, on va y aller justement. Donc, on a parlé de coupons nourriciers aujourd'hui, puis d'ailleurs, je tiens à mentionner là, on était supposé avoir une personne de Action Gardien qui présente aussi un autre projet de coupons nourriciers qui est un peu différent, mais très similaire, mais finalement, il y a eu des empêchements de dernière minute, donc on reste avec juste la carte proximité aujourd'hui. Mais ces personnes étaient présentes le 1er mai passé, en 2024, pour réfléchir, on a eu une journée de réflexion sur qu'est-ce qui devrait être, que devrait inclure un programme national de coupons nourriciers comme principe, puis comment est-ce que ce programme-là devrait être structuré. Puis aujourd'hui, avec les questions de gouvernance participative, bien, il y a certains principes qu'on peut s'attarder de façon plus précise. Donc, parmi tous les principes les principes directeurs qui ont été choisis par les personnes participantes, on a le principe de subsidiarité, qui veut dire que le projet doit être ancré dans les besoins des usagers du territoire avec une prise de décision locale près de l'action.
On a le principe d'accessibilité, donc il faut que ça soit accessible physiquement, financièrement, mais aussi avec de l'information, puis que cette information-là soit vulgarisée. Puis on a le principe de dignité, donc offrir un service qui respecte les besoins de chacune et chacun sans stigmatiser les personnes qui participent dans le programme. Donc ça fait partie des différents principes qui ont été établis de façon collective là, par différentes personnes qui mènent des projets de coupons nourriciers dans les différents territoires du Québec. Et puis, ben, je voulais revenir de façon conceptuelle au principe à la définition de la sécurité alimentaire qui, depuis quelques années, a été bonifiée. Avant, quand on travaillait en sécurité alimentaire, on parlait de 4 piliers de la sécurité alimentaire. Donc, l'intérêt, il y a la nécessité d'avoir accès à des aliments, s'assurer qu'ils soient disponibles, ces aliments. Il faut qu'il y ait une stabilité dans la disponibilité et l'accès. Donc, il ne faut pas qu'il y ait des événements climatiques, par exemple. Il faut qu'il y ait des compétences liées à l'utilisation des aliments. Il faut savoir comment les transformer, comment ça fonctionne, ces aliments. Puis, il y a 2 nouveaux principes qui sont l'agentivité et la durabilité, qui ont été rajoutés au pilier de la sécurité alimentaire. Puis aujourd'hui, un des principes qui nous intéresse particulièrement, c'est celui d'agentivité, qui est la capacité des individus ou des groupes à prendre leurs propres décisions sur ce qu'ils mangent et ce qu'ils produisent en définissant en définissant à la fois le modèle de production et de distribution des aliments dans les systèmes alimentaires jusqu'à participer à la définition des politiques agroalimentaires. Donc, c'est vraiment là le principe d'agentivité qui a été rajouté à la définition de la sécurité alimentaire qui met les personnes au cœur, la capacité des personnes à choisir au cœur de la définition. Puis, ben, aujourd'hui, on a Pauline Scherrer, puis je suis un peu une fan de cette personne, qui vient de France et qui mène des projets de caisse alimentaire commune. Puis en France, il y a beaucoup de personnes qui réfléchissent aux précarités dans les systèmes alimentaires. Puis je trouvais intéressant de revenir sur la précarité alimentaire qui concerne les mangeuses et mangeurs, mais aussi les acteurs économiques, notamment les agricultrices et agriculteurs. Puis ça, c'est super important parce que donc la précarité se retrouve pas juste chez les mangeurs et mangeuses, mais aussi dans l'ensemble de notre système alimentaire. Puis on peut parler de précarité au travail, justement, qui se trouve dans les différents niveaux du système alimentaire, donc tant les agriculteurs et les agricultrices que les travailleurs immigrants, dans les abattoirs, la restauration rapide. Finalement, on se rend compte qu'il y a une précarité dans l'ensemble de notre système alimentaire, puis que les personnes qui travaillent dans le système alimentaire vivent souvent de la précarité. Bon, c'est à ce moment-là que je me dis, bon, Pauline, est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter par rapport à ces éléments ou on continue? Bon, je crois que là, c'est très bien défini. Non, non, continuons, ouais. OK, parfait. Puis là, ben, aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est les principes. Il y avait trois concepts que des fois, je trouve, on mélange ensemble. Puis je trouvais ça intéressant de les distinguer. Puis c'est un peu, voilà. Donc, on a la gouvernance participative qui concerne l'ensemble des parties prenantes impliquées activement dans l'élaboration et la mise en œuvre des politiques et initiatives alimentaires. Donc, on s'intéresse au processus de décision dans lequel les citoyens et les parties prenantes du projet sont impliqués. Donc, on veut vraiment comprendre, bon, ben, c'est qui est impliqué dans ce projet-là, overall, puis comment est-ce qu'ils sont amenés à prendre position dans ce projet-là, à décider de ce projet-là. Fait que ça, la gouvernance participative, c'est assez large. Après, on peut tomber dans la participation citoyenne qui est vraiment axée juste sur les citoyens. On n'est pas dans les parties prenantes de l'ensemble du projet, mais bien la participation des citoyens qui peuvent exprimer leurs préférences puis qui sont intégrés dans la prise de décision qui les concerne. Puis sur ce volet-là, on a des chercheurs, notamment Laurence Guillaumy puis Geneviève Mercil, qui ont travaillé sur une recension des écrits liés à la participation citoyenne dans les systèmes alimentaires locaux et dans la gouvernance des systèmes alimentaires territoriaux. Puis, ils ont recensé 5 dispositifs à travers tous ces écrits qui permettent de renforcer la participation citoyenne. Puis c'est des comités de gouvernance incluant des citoyens, des groupes de travail des citoyens, de la recherche participative, des ateliers participatifs. Et des ateliers participatifs, ça peut prendre forme, par exemple, de cuisine collective ou ça peut prendre différentes formes, là, mais
des ateliers qui permettent la participation des citoyens, puis des forums et assemblées de citoyens. Donc, 5 dispositifs de participation citoyenne qui ont été recensés par ces chercheurs. Puis ensuite, on peut tomber dans le nec plus ultra, qui est la démocratie alimentaire. Puis là, c'est vraiment l'idée que les citoyens peuvent participer activement aux décisions qui concernent leur alimentation, puis pas juste à travers leurs achats, mais vraiment, parce que si on s'en tient à nos achats, mais finalement, on est pris avec l'environnement alimentaire qui nous est imposé. Puis la démocratie alimentaire, si je ne m'abuse, est très liée au principe de souveraineté alimentaire. Puis c'est vraiment de s'assurer que l'ensemble de ces citoyens peuvent reprendre du pouvoir sur l'alimentation, sur leur alimentation en général. Voilà pour l'instant. Je me fais une qui hoche de la tête, je suis comme très bien. On continue là-dessus. Est-ce qu'il y a des questions sur ces éléments-là que je voulais vraiment prendre le temps de comme clarifier euh, pour bien situer? Moi, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est je veux qu'on travaille sur la gouvernance participative des projets, donc voir c'est qui les différentes parties prenantes, puis ensuite qu'on rentre dans la participation citoyenne qui est, tu sais, les citoyens sont une des parties prenantes euh, des projets puis des systèmes de gouvernance. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent dans le webinaire. Il y a clairement eu des gens qui pensaient que ça commençait à 9h30. Sachez que le webinaire est enregistré et que vous pourrez écouter la première demi-heure a posteriori. Donc, toutefois, vous ne manquez rien. Vous êtes arrivé exactement au bon moment où est-ce qu'on commence à s'intéresser aux questions cruciales. Donc, la gouvernance participative, j'aimerais ça savoir, Samuel, Laurence, tu sais, quand on parle de gouvernance participative, pouvez-vous revenir sur les différentes parties prenantes de votre projet? Euh, Comment elles sont impliquées dans la prise de décision? Est-ce que vous considérez que votre projet est fondé sur une gouvernance participative? Puis, est-ce que cette gouvernance-là a évolué à travers le temps? Je vais y aller. Oui, ben en fait, je vais faire un petit point historique, même si j'étais pas là. Si j'ai bien compris, au bon conseil de mes co-directrices, la carte proximité, on dit souvent qu'elle est née en 2020. C'est quelque chose sur lequel on communique généralement. Mais oui, elle a été créée en 2020, elle a adopté le format qu'on connaît actuellement en 2020, mais ça vient d'une réflexion qui est plus ancienne en fait. Puis les coupons nourriciers, ça fait longtemps que ça prend plein de formes différentes partout dans le monde. Bref, tout ça pour dire que il y avait un comité citoyen qui s'appelait le comité Accès qui a vu le jour en 2013 et qui agissait jusqu'en 2018 et qui était accompagné à l'époque. Donc ça, c'était un collectif citoyen de Centre-Sud, donc de l'arrondissement dans lequel est implanté le Carrefour Solidaire. Et ce comité citoyen, il a été accompagné finalement par d'organismes communautaires du Carrefour Solidaire pour cadrer, on va dire, structurer la réflexion autour de l'accès à l'alimentation qui se posait, ces personnes-là. Et donc, il y a eu plusieurs formes de coupons qui ont été testés. Et puis, finalement, c'était vraiment ce comité qui prenait les décisions sur comment adapter pour que ça corresponde le mieux possible aux besoins des personnes. Euh, Aujourd'hui, ce comité citoyen n'existe plus en tant que tel, mais on a depuis 2020 un comité aviseur de la carte proximité qui est composé d'un ensemble de partenaires, donc aussi bien des organismes qui distribuent la carte que des marchands qui l'acceptent comme mode de paiement. Et l'idée de ce comité aviseur, c'est qu'il vient influencer, teinter les décisions stratégiques du programme. Nous, notre pari, c'est que c'est eux qui ont la meilleure connaissance du programme sur le terrain. Et donc, c'est pour ça qu'on va vraiment porter une attention particulière à leurs retours, à leurs commentaires, à leurs observations, euh, pour vraiment adapter le programme par la suite. Donc, il y a vraiment des décisions fortes depuis 2020 de changement du programme qui ont été prises suite à des apports du comité aviseur. Donc, je pense notamment au fait qu'on ait rendu accessible tous les produits des marchands. Au départ, comme le disait Laurence, il y avait seulement les produits locaux. Ça posait des soucis de stigmatisation à la caisse au moment du paiement, puisque
il y avait des personnes qui se faisaient refuser certains items parce que c'était pas des produits locaux. Donc dans ce cas-là, on a préféré enlever ce point-là du programme et puis rendre tous les produits accessibles pour renforcer l'aspect digne du programme. Et voilà, donc ça c'est un exemple parmi d'autres. Et ce comité, il se rencontre 3 fois par année, donc une fois avant le début du programme, une fois pendant et une fois après. L'idée de pourquoi 3 rencontres, c'est qu'on est dans un processus d'amélioration continue, c'est-à-dire que même si le programme est déjà en train de se dérouler, on a quand même une certaine marge de manœuvre on peut adapter le programme en cours de déroulement. Et puis l'idée surtout de la rencontre post-mortem, c'est vraiment de se dire voilà qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'a pas été et qu'est-ce qu'on peut adapter pour l'année prochaine. Entre 2020 et 2023, dans ce comité aviseur, il y avait aussi des participants, donc des participantes, donc les personnes qui utilisaient la carte comme mode de paiement. On s'est aperçu durant ces 3 années-là que c'était pas toujours un espace qui était sécuritaire pour les participants et les participantes de ce comité aviseur. Elles n'avaient pas toujours la place de s'exprimer et c'était parfois pas tous les sujets qui les concernaient directement. Donc, on a préféré en 2024 créer vraiment un espace dédié à l'expérience client, on va dire, même si c'est pas vraiment ça, mais c'est ça qui est traduit. C'est-à-dire qu'on a réuni des participants à travers des groupes de discussion et là, on abordait vraiment des sujets qui les concernaient tous et toutes et vraiment, on allait chercher plus de profondeur sur l'expérience avec la carte, qu'est-ce qui va dans le programme, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qu'ils souhaiteraient voir améliorer, qu'est-ce qu'ils aimeraient avoir comme type de produit, etc. En bref, on va vraiment aller chercher plus d'éléments pour ça, et puis pour adapter le programme par la suite. Ça, c'est à Montréal. En dehors de Montréal, donc là, il y a des projets pilotes qui se déroulent depuis l'année dernière en région. On a un peu une approche différente où là, on vient vraiment co-construire et co-penser le programme carte proximité avec les acteurs locaux, nos partenaires locaux. Euh, donc, parce que évidemment, on a une moins bonne connaissance du terrain et on a besoin d'eux et elles pour s'assurer que le programme réponde aux besoins réalités locales. Pour ça, on travaille avec des tables de concertation en sécurité alimentaire, on travaille avec des organismes communautaires, évidemment, qui rejoignent ces publics-là dans les différentes régions. Et on essaye d'avoir une approche de projet collectif, en fait. On vient travailler avec toutes les échelles de personnes qui sont impliquées dans la sécurité alimentaire au niveau local. L'idée aussi, ce qu'on essaie de faire avec ces projets pilotes en région, c'est d'identifier et d'accompagner des porteurs locaux qui sont missionnés, eux, finalement, d'animer une gouvernance participative au niveau local. Donc, on vient finalement un peu ben, glisser la responsabilité d'animer la participation, enfin, d'animer un espace de gouvernance citoyenne, gouvernance participative, pardon, au niveau local, parce qu'on pense que c'est eux qui sont plus légitimes de le faire que nous, puisque nous, on n'est pas, on n'a pas une expertise sur les réalités locales. Et dernier point, on a aussi une- un comité inclusion au sein du programme qui a vu le jour en 2023, qui était composé aussi d'organismes partenaires. Et eux, leur mission, c'était de co-réfléchir à la charte d'inclusion du programme avec nous pour que ça vienne répondre, enfin que ça vienne vraiment traduire, euh, enfin comment dire, euh, exprimer des engagements qui permettent de lever les barrières et les obstacles à l'accès au programme et à l'alimentation pour les participants. Donc là, on avait vraiment les apports du terrain via les organismes. Puis ça, c'est vraiment notre position à travers le programme d'une manière générale, c'est que nous, on considère que nos partenaires, des organismes communautaires et les marchands, sont représentatifs des désirs et des besoins des participants, puisque c'est eux qui sont en contact au quotidien avec eux pendant le programme. Donc c'est un peu notre pari de se dire, bah, oui, il n'y a pas tout le temps des espaces dédiés pour les participants dans la gouvernance, mais on travaille avec des partenaires qui, eux, peuvent traduire ces besoins et les réalités. Fantastique, quelle réponse exhaustive et pointilleuse, j'aime ça. Donc, il y a eu une évolution de cette participation, de cette gouvernance-là, en fait, allant du comité aviseur vers vraiment un espace dédié. En fait, il y avait des petits citoyens qui étaient dans ce comité aviseur-là, qui tranquillement, vous avez créé des espaces qui étaient dédiés parce qu'il y avait un malaise
Peut-être que tu sais, le format des comités aviseurs était moins adapté. Est-ce que c'est comme, c'est mon hypothèse que je vous demande, mais est-ce que c'est dans le format et la façon de mobiliser les personnes, ça vous permettait de vraiment créer un espace plus sécuritaire? Quand vous dites sécuritaire, c'est que les gens étaient plus aptes à s'exprimer? C'est exactement ça, en fait. Parfois, ça peut être un peu impressionnant pour des personnes qui sont pas du milieu en tant que tel de s'exprimer à travers, enfin, dans un groupe d'experts et d'expertes, entre guillemets. Donc, ça peut être un peu intimidant et puis parfois, elles peuvent ressentir un manque de légitimité de s'exprimer. Donc, on a voulu casser ce malaise-là en disant, bah, on va plutôt créer un espace sécuritaire où toutes les personnes présentes vivent la même expérience et sont autant légitimes les unes que les autres de s'exprimer. Puis est-ce que c'est là qu'on rentre dans mes questions infinies de journaliste? Je sais pas, Pauline, si tu as des questions, là, je t'invite à embarquer dans la danse, mais moi, je serais curieuse, je vais te demander, attends, j'arrive, mais est-ce que les personnes qui viennent à cet espace dédié sont récurrentes? Est-ce qu'il y a une récurrence dans la représentation? Est-ce que vous cherchez à avoir cette récurrence-là ou c'est un espace qui est recréé à chaque fois ouvert ou est-ce qu'il y a une malléabilité dans la participation en termes de représentation citoyenne? Ah, ouais, je sais pas si c'était clair. Oui, ben oui, oui. En fait, on a mobilisé des personnes parce qu'elles avaient des profils qu'on recherchait à connaître, c'est-à-dire des personnes qui avaient participé au programme pendant plusieurs années. Donc là, on voulait savoir c'était quoi les impacts du programme pour les personnes qui participent de façon récurrente au programme versus les personnes qui participent pour la première fois. Donc voilà, il y avait différents groupes de discussion où on allait vraiment chercher des personnes qui avaient des profils spécifiques pour venir répondre à nos questions. Donc c'est plus comme ça que ça s'est fait que vraiment via un appel général. On n'est pas passé par des appels généraux. On est allé vraiment cibler des personnes en particulier. Donc, puis là où nous on trouve, enfin là où on arrive plus facilement à mobiliser, c'est qu'on prévoit aussi un budget pour reconnaître le temps que ces personnes-là donnent pour le programme. Donc, on vient apporter un apport financier et puis un repas avec des tickets de transport pour finalement créer toutes les meilleures conditions pour que la personne vienne donner de son temps généreusement pour donner son avis sur le programme. Donc ça aide aussi. Cool. Puis là, c'est là que je vais vers les caisses alimentaires communes. Tu sais, vous avez aussi en France, avec les caisses, des limites à la participation citoyenne. Puis est-ce que ça correspond? Est-ce que vous voyez, est-ce que vous vivez les mêmes enjeux? Est-ce que vous avez une approche complètement différente? Comment ça se passe de votre côté, Pauline? Ben, C'est une oui, question très peut-être large. déjà parce que ce que je vais raconter, c'est lié effectivement à cette spécificité des caisses, qui a quelques différences, on va dire, avec le dispositif qui a été présenté là, que j'avais eu l'occasion de découvrir quand j'étais venue à Montréal d'ailleurs, qui fait partie aussi des inspirations, hein. C'est qu'en fait, une caisse alimentaire n'est pas, comment dire, ciblée vers un public en précarité, mais s'adresse justement à un ensemble de populations sur un territoire qui peuvent avoir plus ou moins de moyens, donc, dont des personnes en situation de précarité également. Et donc, il y a une idée derrière ça qui est de viser comment... Alors, nous, on s'inspire d'une idée politique qui est la sécurité sociale de l'alimentation, inspirée de notre propre sécu, qui viserait donc à garantir à l'ensemble de la population un budget alimentaire chaque mois, avec une forme effectivement de gestion démocratique de ces caisses, et donc avec un exercice démocratique qui devrait se faire autour des systèmes alimentaires, c'est-à-dire comment on veut se nourrir, comment on veut produire. Voilà, au moins à l'échelle du territoire pour l'instant, puisque c'est un peu plus dur d'accéder à un système alimentaire plus large. Et donc, voilà, du coup, ça fait que les questions vont se poser un petit peu différemment, puisqu'on n'est pas sur un public, entre guillemets, homogène, quoi. On a vraiment, bah, voilà, un ensemble de participants avec des profils socio-économiques très variés. Et ensuite, c'est vrai que, en fait, l'exercice de démocratie alimentaire, et c'est un peu une des questions peut-être que j'avais par rapport au coupon, on va être très attentif à ce que ça peut générer, on va dire, en termes de pouvoir d'agir alimentaire, c'est-à-dire sur son alimentation, mais finalement au-delà. Et donc là, ça raccroche un peu avec toutes les expériences participatives qui sont susceptibles, pas toujours, mais voilà, de générer comme ça des processus
de développement de pouvoir d'agir sur différents plans, que ce soit un plan individuel, estime, confiance, donner son avis, prendre la parole en public, ce que vous disiez tout à l'heure, mais aussi une action enfin, un pouvoir d'agir plus collectif qui vise à porter des changements. On disait au tout début du webinaire, voilà, comment on arrive à porter des changements dans les politiques alimentaires, dans les dispositifs qui sont conçus, qui sont inventés. Et donc, on s'est beaucoup concentré là-dessus. Dans le cadre, et c'est là où on va trouver des similitudes, bah, dans le cadre, par exemple, du comité citoyen de la Caisse alimentaire commune, on s'est beaucoup attaché à regarder ce que ça pouvait générer en termes de pouvoir d'agir individuel et collectif. Et donc, c'était peut-être une question que j'avais sur les coupons. Est-ce que c'est quelque chose que vous allez... bon, j'ai l'impression qu'il y a un travail, voilà, d'observation, d'évaluation qui est réalisé sur le non-recours, sur la satisfaction des personnes. Et est-ce que vous avez pu constater peut-être voilà, des processus un peu d'apprentissage ou voilà, de prise de conscience autour du système alimentaire, peut-être des changements de perception, d'approche de l'alimentation pour les personnes, au-delà de ce qu'ils consomment ou pas, on va dire. Voilà. Donc ça, c'était une question que j'avais qui m'intéresse beaucoup. Parce que c'est vrai que sur la Caisse de Montpellier, on a beaucoup mis l'accent sur cette dimension un peu de politisation, prise de conscience, voilà, tout en étant attentif, évidemment, et ça vous l'avez dit aussi, à toute bah, ce qu'on appelle parfois, comment dire, la reproduction de la domination sur l'alimentation, c'est-à-dire être attentif au fait qu'on est sur un projet de démocratie alimentaire, donc qui met quand même la question du choix au cœur de la réflexion et de l'action. Et donc être vigilant sur le fait qu'à travers ce type de dispositif, on ne va pas reproduire finalement des rapports sociaux qui visent à imposer, entre guillemets, bah, une bonne vision du bien manger ou de la bonne alimentation durable qui devrait du coup être appropriée par tous et toutes de manière uniforme. Voilà. Donc c'est toute la question que j'imagine vous avez aussi, et peut-être même plus fortement chez vous qu'ici, des pratiques culturelles alimentaires, des pratiques des personnes, on va dire, oui, qu'on pourrait appeler minoritaires dans la société, qu'elles soient racisées, qu'elles soient en situation de précarité, issues de cultures différentes. Voilà, je sais que c'est quelque chose qui nous importe parce que sur la première phase de l'expérimentation de caisse, je ne sais pas si tout le monde était là la dernière fois, donc peut-être c'est un peu flou ce que je dis, mais je vais vous mettre dans le chat une ou deux vidéos du projet où vous pourrez aller voir après, ça dure 10 minutes et ça explique bien le processus de la caisse de Montpellier. Mais en tout cas, un des enseignements qu'on a tiré de la phase 1, plutôt négatif, entre guillemets, c'est que la caisse, elle peut quelque part reproduire certaines violences symboliques, parce que nous, les points de vente où vont les gens, c'est des magasins où tout le monde va. Donc, ça peut être des marchés de plein vent, un petit peu comme la carte de proximité, je crois. Ça peut être des épiceries de produits bio, ça peut être des épiceries de quartier. Mais il y avait quand même une identité un peu à tous ces points de vente, alimentation durable, on va dire. Et donc, on a eu des données, des témoignages qui nous ont expliqué que c'était un peu violent pour certaines personnes de se rendre dans ces lieux-là. Pourquoi violent? Violence économique, c'est-à-dire, ah bon, l'alimentation peut coûter ce prix? Ah bon, il y a des gens qui mangent à ce prix-là? Et donc, ça renvoie quelque chose d'assez, oui, violent. Et puis, des violences plus symboliques bah, malheureusement, hein, discrimination, stigmatisation, etc. Et donc, c'est quelque chose qui a été, bah, qui nous a beaucoup interpellés dans cette première phase d'expérimentation et sur lequel on se met au travail beaucoup là maintenant sur comment la caisse alimentaire commune ne vient pas renforcer, voilà, finalement, des rapports sociaux, que ce soit liés au genre, ethno-raciaux ou de classe sociale. Et voilà, donc j'avais voilà, peut-être un questionnement là-dessus sur est-ce que vous avez eu des retours des participants sur ces aspects-là? Donc, premier aspect, pouvoir d'agir, conscientisation, compréhension de certains enjeux autour de l'alimentation et des systèmes alimentaires ou peut-être nouvelle perception, tout simplement, de l'alimentation. Et puis sur un autre versant, voilà, est-ce que justement autour de cette intention de dignité et d'accès à l'alimentation saine, est-ce que ça rejoue un petit peu aussi pour vous ces questions-là bah, de rapports sociaux aussi dans l'alimentation qu'on a fort, quoi. Merci. Une toute petite question, toute simple pour vous, Laurence et Samuel.
Voilà. Sachant que c'est autant une réaction qu'une question, on veut dire, vous pouvez répondre Exact. partiellement, c'est pas du tout, voilà, je veux pas du tout vous mettre en difficulté. C'est ce que ça m'a évoqué en résonance à ce qu'on vit nous sur Montpellier, hein, voilà. Ben, c'est super. Je me permets, avant que vous répondiez, je vous laisse réfléchir à ça, mais tu sais, du côté du système alimentaire montréalais, on s'intéresse, on est en train de penser à la planification de notre prochain plan d'action, puis on peut favoriser la participation citoyenne dans cette planification-là. Puis ces deux volets-là que tu nommes, Pauline, sont certainement structurants pour nous en termes de gouvernance puis intégration des citoyens, puis quand on a des questions d'évaluation qu'on va vouloir intégrer, puis tout ça, ces deux volets qui vont certainement venir poser des graines dans dans qu'est-ce qu'on veut faire dans les prochains mois. Après, enfin, en fonction des envies, je peux aussi contribuer sur la manière dont nous, on a créé ce comité, dont on l'a animé, les points de vigilance qu'on a pu repérer. Voilà, je peux aussi contribuer là-dessus. Après, sur un aspect peut-être plus mise en œuvre pratique. J'y vais? Ouais. Oui, pour répondre à ta question, Pauline, oui, on a aussi réfléchi à ces aspects-là à travers le programme, et puis c'est aussi des choses qui sont ressorties à travers les groupes de discussion. Euh, je me souviens d'un témoignage d'une personne qui avait dit, est-ce qu'il y a vrai, tu sais, moi je vais au marché du plateau Mont-Royal, je vois des tomates à 3 dollars, c'est impossible, impossible que j'achète une tomate à 3 dollars, ça n'a aucun sens pour moi, c'est pas ma réalité, c'est donc effectivement on a rencontré ces enjeux-là. Et pour répondre à cet enjeu-là, ouais, on a mis sur pied en fait un appel à projet qui, euh, qui prend, comment dire, en fait, c'est à destination des marchands qui sont partenaires avec nous. C'est vraiment exclusif cet appel à projet-là. Puis on offre des financements, on va dire, on met à disposition des financements pour que eux ils mettent en place des actions qui permettent un peu de démystifier ces prix-là, ou alors d'avoir une approche pédagogique qui permette de à la fois sensibiliser au système alimentaire locaux, c'est quoi le vrai prix de l'alimentation, pourquoi c'est pas normal de payer des tomates euh, à 50 cents la livre. Enfin, j'exagère, mais c'est ça, on essaye de profiter un peu de cette gêne-là pour encourager nos partenaires à mettre en place des éléments pédagogiques, de sensibilisation pour partager ça. Et puis en fait, c'est pas tous nos partenaires aussi qui ont des prix élevés, parce qu'en fait, comme on travaille avec des épiceries solidaires, comme on travaille avec des marchés communautaires, eux aussi veulent renforcer l'accès à l'alimentation pour leurs membres et pour des personnes qui vivent dans la sécurité alimentaire. Donc, ils ont déjà des pratiques et puis des modèles économiques qui permettent de proposer des systèmes, des prix moins élevés. Par exemple, je pense à tout ce qui est la tarification sociale, qu'on abordera peut-être un peu plus tard dans le webinaire, mais euh, donc des systèmes à plusieurs prix où, voilà, les personnes peuvent choisir le prix du bas. Mais voilà, c'est toute une question aussi parce qu'avec la carte proximité, on veut à la fois soutenir l'agriculture locale, donc on veut pas non plus que les gens achètent avec le prix, euh, enfin choisissent le prix du bas avec la carte proximité parce que c'est un cercle vicieux dans ce cas-là. On n'encourage pas les producteurs et puis on renforce pas le système alimentaire. Donc voilà, il y a toute une réflexion autour de ça. Et puis, au niveau de la stigmatisation, ben, nous, on a choisi la carte euh, une carte en plastique qui ressemble finalement à une carte de crédit ou une carte de débit. Donc, au niveau du moment de la transaction, c'est assez discret, on va dire, comme mode de paiement. Et puis, pareil, la plateforme de paiement, elle est faite de manière où on n'a pas l'impression que c'est un mode de paiement particulier qui nécessite, et donc voilà, on essaie de réfléchir à ça au niveau de l'aspect physique. Et puis aussi, on forme en fait tous les nouveaux partenaires marchands à comment accueillir des personnes qui participent au programme. Donc en fait, ça fait partie des étapes quand on accueille un nouveau partenaire. On passe du temps à voilà leur dire bah, ça va peut-être être une clientèle que vous rejoignez pas habituellement. Donc voilà les bonnes pratiques à avoir et puis les bons réflexes à avoir pour éviter que la personne se sente stigmatisée ou autre. Donc voilà, on a plusieurs choses comme ça qui nous permettent de répondre à ces enjeux-là. Et puis, c'est un travail continu, hein. On a encore enfin, des améliorations à faire, c'est sûr, mais c'est central chez nous. Peut-être pour ajouter rapidement, dans l'accompagnement qu'on fait de nos partenaires, on met vraiment de l'avant suite à la charte d'inclusion qui a été réalisée. On souhaite mettre de l'avant les produits
qui répondent aux besoins des populations, donc les produits culturels. Puis tout un travail à faire d'accompagnement, de collaboration avec les marchands revendeurs notamment pour écouter les participants, puis essayer d'adapter l'offre en fonction des produits qui sont souhaités, puis culturellement acceptés. Fait que ça, c'est une avenue qui est intéressante. Puis aussi, au niveau de la stigmatisation, on explore en ce moment en région, dans nos projets pilotes, la possibilité de vendre des cartes cadeaux, en fait, qui permettraient un peu de brouiller les pistes en matière d'insécurité alimentaire. Donc, qui a la carte parce qu'il participe au programme versus qui a la carte parce qu'il souhaite encourager le programme. Donc, ça se rapproche un peu des caisses dans ce sens-là où on souhaiterait peut-être une certaine universalité, donc pour réduire le côté stigmatisant. C'est une petite piste de réflexion là, par rapport à cette question-là. Fantastique. Ouais. Merci. Oui, et je voulais ajouter peut-être un autre élément à la discussion. C'était en fait sur la caisse de Montpellier, on travaille la question démocratique, donc un petit peu avec deux dimensions. Cette démocratie sociale, on pourrait dire, autour de l'animation de ce comité citoyen qui donc est vraiment le groupe d'habitants qui va conventionner les lieux d'achat. Donc ça part vraiment du choix du groupe d'aller conventionner tel producteur ou tel magasin ou telle épicerie ou tel système de panier, etc. Et ensuite, c'est aussi toute la dimension de la démocratie économique, puisque les caisses sont financées, alors actuellement, pour moitié par les cotisants. Donc, c'est-à-dire que toute personne qui utilise donc, cette monnaie alimentaire, un peu comme la carte, mais nous, c'est un outil numérique, euh, est à la fois contributeur et bénéficiaire. Donc, il y a des contributeurs à 1 euro par mois et des contributeurs à 150 euros par mois. Le tout enfin, tous reçoivent la même chose. Tous peuvent dépenser la même somme. Et donc, c'est aussi toute cette dimension-là enfin, voilà, qui nous questionne pour voir, enfin, voilà, on s'est appuyé en fait sur une approche de la participation que vous connaissez peut-être, qui est celle d'une philosophe qui s'appelle Joël Zask, qui a écrit un livre voilà, qui s'appelle Participer. Et en fait, elle donne à la participation trois dimensions: prendre part, contribuer et bénéficier. Et en gros, elle dit une expérience de participation effective et complète, elle doit permettre aux gens à la fois de prendre part à une expérience, créer des liens, être là, contribuer à cette expérience, donc donner un peu de soi, ça veut dire faire en sorte que ce que je vais apporter, ce que je vais dire, va un petit peu modifier finalement l'action, le système ou autre. Et le bénéfice, c'est-à-dire que l'idée, c'est que qui bénéficie, enfin voilà, tout le monde reçoit une part finalement de cette action collective et c'est ce qui fonde un peu la participation au sens large. Et donc on a regardé un peu comment cette contribution économique, elle met quand même aussi les personnes dans une situation oui, de contributeur, d'être acteur finalement de la caisse, d'avoir une petite part à soi dans la caisse. Alors, la contribution économique, elle n'est pas forcément suffisante, hein, enfin, toute la question de la participation sociale est beaucoup plus porteuse en termes d'appropriation du projet, etc. Mais ça fait aussi partie, voilà, des éléments qui sont intéressants et qu'on a envie de poursuivre autour aussi de cette idée que chacun contribue financièrement même sur des petites sommes, en fait. Voilà, je voulais juste rajouter ça dans l'échange. Fantastique. Prendre part, aussi, juste revenir sur le prendre part. Le prendre part, c'est juste comme être dans l'échange, mais comme à la base, là. C'est vraiment Le juste. prendre part, on est vraiment sur la sociabilité. On est vraiment sur l'interaction, sur le fait que on n'est plus isolé, entre guillemets. Voilà. Donc, une interaction, elle peut être avec un autre participant du programme, elle peut être avec un magasin, avec un producteur. Enfin, voilà, on va interagir, on va prendre part à quelque chose. Mais en fait, ce prendre part, pour elle, ça ne résume pas la participation. C'est un prendre part qui va être complété par est-ce que je peux contribuer de manière effective? Donc, c'est ce que vous dites autour du comité citoyen. Est-ce que je peux donner mon avis? Est-ce que je peux faire un retour d'expérience, qu'il soit positif ou négatif? Et est-ce que ce que je dis va influer finalement sur l'action? Et après, il y a la question du bénéfice.
Et en fait, ce que je vais recevoir de l'action va me permettre de continuer de participer. Et ce que je vais recevoir, ça peut être bah, de la nourriture, mais ça peut être aussi un bénéfice plus humain, comme une confiance en soi, une estime de soi, voilà, tout ce qui est autour de ce qu'on appelle la reconnaissance, par exemple. Voilà, c'est un cadre d'analyse qui est intéressant. Enfin, nous, en tout cas, qui nous inspire. Et on va écrire un article là-dessus bientôt que je vous enverrai. On est en train de le faire là. On veut certainement tous les articles. Merci, Pauline, pour ces réflexions-là. Je voulais savoir, ben, Francisco, est-ce que c'était plus clair la réponse à ta... Est-ce que on revient, j'avais le goût de me demander, est-ce qu'on revient à la question de Francisco par rapport à la capacité de choisir les aliments? Oui, je ne suis pas certain qu'ici à Montréal, dans les banques alimentaires, on a cette capacité de choix. Et j'ai bien aimé tout à l'heure quand on a dit à propos de la caisse de Montpellier, l'importance du choix. Et je pense que c'est ce choix dans les banques alimentaires ici, où le gouvernement est si fier de participer, comme si c'était la solution par ailleurs. C'est pas la solution. Mais donc, je pense que ces choix est très limité. Je ne sais pas quel est votre avis, mais c'est ma perception, c'est notre perception dans le mouvement, ici à Montréal en tout cas. Oui, bah, complètement. Et c'est pareil ici. C'est-à-dire que l'aide alimentaire, comme vous le savez, j'imagine, elle est très nécessaire au vu des taux de précarité qu'on a dans la population, mais elle est complètement inscrite sur un système alimentaire long, de surproduction, de surplus, etc. Et en fait, vraiment, ces projets autour des caisses, qui sont bien sûr des expérimentations à ce jour, hein, on peut encore trouver la voie pour devenir le modèle principal, mais elles se sont vraiment inscrites dans une approche critique en fait de ces systèmes d'aide alimentaire. Alors pas du tout des associations, des bénévoles, etc., hein, mais de tout le système qu'il y a derrière, effectivement, d'approvisionnement et du coup bah oui, d'une forme d'alimentation sous contrainte au final. C'est-à-dire que quand on est sans ressources économiques, on va se retrouver à devoir se nourrir un petit peu entre guillemets, sous la contrainte de ce dont disposent les banques alimentaires. Et là, on connaît, il y a beaucoup de travaux sur les effets en termes de santé, en termes de dignité, en termes de problèmes de diversité de produits et de qualité de produits. Donc oui, oui, c'est vraiment la même question qu'on a ici. Et le dialogue qu'on essaye aussi de tisser entre des expérimentations comme les caisses et les acteurs de l'aide alimentaire pour voir comment aussi politiquement on peut commencer à avoir un peu de revendication quoi, sur ce droit à l'alimentation de qualité pour toutes et tous. Voilà, donc c'est vraiment le même questionnement avec toutes les difficultés que ça comporte pour faire évoluer, pour passer d'un système à un autre. Parce que ce système d'aide alimentaire, surtout, il est complètement rattaché au système alimentaire industriel, qui est extrêmement puissant, comme vous le savez. Donc nous, on arrive avec nos enjeux de démocratie, de participation, de choix, d'éducation populaire. J'ai pas encore dit ce mot, mais en fait, c'est ce mot qui est au cœur de toute notre démarche, hein, et je pense que vous avez le même terme, j'imagine, au Québec pour, oui, voilà. C'est l'éducation populaire, c'est-à-dire apprendre par bah, vous êtes à la TD Carmonde, vous en savez quelque chose, je pense, par le croisement des savoirs, par l'expérience collective. Voilà, prendre conscience les uns les autres qu'on est dans un système qui ne fonctionne plus, qui va dans le mur, qui ne peut plus avancer de cette manière-là. Et donc, on a besoin de reprendre du pouvoir, déjà les citoyens, mais aussi en coopération avec les producteurs d'alimentation, et y compris avec les autres acteurs économiques, hein, les distributeurs, voilà, les magasins. Voilà, comment on peut engager un mouvement de fond pour dire, en fait, voilà, en tant que citoyen, on veut pouvoir choisir la manière dont on se nourrit, ce qui est quand même une aberration forte. Oui, Francisco. Oui, je m'excuse, je ne sais pas si c'est pertinent, mais là-dedans, il y a un mot oui, on a parlé de démocratie alimentaire, mais c'est une démocratie puisqu'il s'agit d'abord d'un droit fondamental, le droit à l'alimentation. Et c'est pour ça que si c'est pas un droit, parce que le problème, c'est quand on arrive dans la banque alimentaire, euh, je, je, je,
j'ai observé que, on dirait, je pense qu'on a beaucoup évolué, mais par la conception de la banque alimentaire, on ne voit pas nécessairement les droits comme tels, mais en service, en faveur, premièrement. Et deuxièmement, dans notre langage ici au Québec, en tout cas, on parle énormément de clients. Même pour la santé, c'est pas un patient, non, on est client. Et les clients, on peut pas parler des clients, avoir une expérience client. Tout à l'heure, j'ai entendu ces mots-là, mais euh, à côté, on s'est dit gouvernance participative au niveau citoyen. C'est un droit et c'est un droit citoyen. Et ça, c'est très important. Et je termine en disant que là, il y a une différence, une distinction entre les marchés. L'alimentation, c'est un marché. Et on ne peut pas sortir, il me semble, on peut sortir du marché dans le sens que ce ne devrait pas être les marchés qui gèrent nécessairement la dynamique de l'alimentation, mais ces marchés qui devraient prendre conscience de ses droits à l'alimentation. Et quand quelqu'un arrive, par exemple, avec la carte, même les gens qui vont servir, les gens, la caissière, les travailleurs de cet endroit ou qui reçoivent cette carte, doivent être conscients, c'est une éducation populaire, que l'alimentation, c'est avant tout un droit fondamental. C'est pas en faveur, c'est pas simplement, tiens, je te fais la faveur, même pas les services, c'est en faveur. Non, c'est un droit. Donc, pour moi, c'est très important, ces conceptions du droit fondamental à l'alimentation. Oui, bah, je réponds, du coup, je sais pas, mais enfin, en tout cas, je m'inscris complètement dans ce que vous dites, hein, et c'est complètement complémentaire, c'est-à-dire que c'est pour ça qu'on inscrit ces expérimentations locales dans une perspective politique, hein. Alors, pour nous, qu'on appelle sécurité sociale de l'alimentation, parce qu'on a cet historique de la création de la Sécu en France, voilà, à partir des milieux ouvriers, etc., mais aussi du droit à l'alimentation. Et donc, quand on travaille avec quelques députés qui veulent bien travailler avec nous, en ce moment, il n'y en a pas beaucoup, bien sûr qu'on travaille aussi sur l'inscription du droit de l'alimentation dans la Constitution, qui n'est malheureusement pas le cas du tout, parce que quelque part, ce que nous, on expérimente localement autour de la démocratie alimentaire, c'est bien ça la visée, c'est bien ça l'ambition derrière, et c'est pour ça que la question de l'universalité, elle est importante. C'est-à-dire sortir finalement cette question de l'accès à l'alimentation de la gestion de la pauvreté, entre guillemets, pour en faire, voilà, une revendication d'un droit fondamental, exactement ce que vous avez dit, je le redis pas. Et ça, je pense que c'est, en tout cas dans la réflexion, dans la manière de penser tout ça, c'est vachement important. Et en plus, je dirais même que c'est assez opérant, parce que quand on parle aux gens d'un droit à l'alimentation ou d'une carte vitale de l'alimentation, ben en fait, c'est très parlant. C'est très parlant et moi je dis toujours, on essaye de faire de la démocratie alimentaire, mais déjà on fait de la démocratie tout court et on a la chance que l'alimentation est un sujet qui permet quand même de mobiliser un certain nombre de personnes dans une assez grande diversité de profils socio-économiques, etc. On a quand même l'alimentation, ça sépare et ça rassemble. On a les deux. Donc, c'est vrai que ça, on a vraiment pu le constater. On a été frappé de voir comment des personnes d'horizons complètement différents s'étaient engagées dans cette aventure-là de caisse et de comité citoyen avec enfin, dans le temps, quoi. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas lâché. C'est une expérience de participation qui continue, ce qui se renouvelle avec des gens qui sont là depuis 2 ans. Et donc, on peut, enfin, c'est vraiment une accroche forte pour aussi refaire de la démocratie, parce qu'on en est là aussi, hein. Bon. Voilà. Donc oui, enfin, et sur la notion de client, je vous rejoins aussi. Et on peut revenir à la définition de la démocratie alimentaire. Sur les questions de transition, on a été beaucoup occupé par la notion de consomme-acteur. Donc, c'est par l'acte de consommation qu'on va agir. Et puis, on se rend compte aujourd'hui que non, en fait, ça va pas tout à fait suffire et que au-delà de ce qu'on achète ou pas, il va aussi falloir qu'on participe de manière un peu plus politique, finalement, à l'élaboration des décisions, aux choix qui peuvent être faits ici et là. Et donc, je pense que ça traduit bien cette idée-là. Et là où je pense que c'est très intéressant, ce qui peut être fait à Montréal ou ce qui peut être fait en France, c'est aussi toute l'approche systémique, une fois de plus. C'est-à-dire, on ne se contente pas de regarder, même si c'est très important du côté des mangeurs et des mangeuses précaires,
On regarde aussi ce qui se passe du côté du système alimentaire, du côté des producteurs et des productrices. Et ça, je pense on est vraiment sur voilà, sur une dimension essentielle de toute cette histoire, parce qu'on peut pas agir, enfin voilà, on peut pas agir un bout du système. Mais c'est compliqué. Mais il faut y aller, il faut continuer. Bon, là, à ce moment-ci, je tiens à mentionner, bon, premièrement, merci Francisco pour la question du droit à l'alimentation qui est absolument fondamentale. C'est important de l'amener, puis j'aime ça des fois, ne pas passer par mes slides, mais bien avoir des gens qui contribuent à amener d'emblée les concepts les plus fondamentaux. Donc, merci. Samuel et Laurence, je vous avise d'emblée que les questions que j'avais préparées, si vous aviez remarqué, on a été vers les questions du public et c'est ce que je préfère le plus. Donc, prendre plus les questions qui viennent que ce qu'on avait préparé à l'avance. Donc, dans cette approche-là, il y a Marie-Thérèse là, au panier Laval qui demandait au Carrefour solidaire comment est évaluée la dignité ressentie pour les personnes utilisant les cartes. Puis Laurence a répondu que pour évaluer cette question, nous demandons aux personnes participantes via un sondage post-programme leur niveau d'accord avec l'affirmation suivante, la carte proximité me permet de vivre une expérience d'aide alimentaire dans la dignité. Donc, il y a cette réponse-là. Je ne sais pas, Marie, si tu avais plus de questions dans ce sens-là ou si c'était assez clair et efficace ou si quelqu'un voulait parler plus de dignité. C'est quelque chose qui me semble fondamental. Parfait. Merci beaucoup pour les Fantastique. réponses. Excellent. Donc, ensuite, on a Gabriel Garand qui a une question pour Pauline qui dit, est-ce que l'hétérogénéité des profils de citoyens qui participent à l'exercice démocratique permet à tous de s'exprimer librement? Puis on en a un peu parlé avec ce que, tu sais, Samuel puis Laurence en parlaient au début, là, sur les structures qui, finalement, des fois, sont pas adaptées au fait que les gens ne peuvent pas s'exprimer. Hmm. Eh bien, oui et non, comme toujours. C'est-à-dire que oui, par rapport à justement ce que je disais tout à l'heure, ce qu'on a mis en place, et vous verrez, je vous ai remis une petite vidéo, une nouvelle vidéo, Erika, que tu connais pas là, qui est vraiment centrée sur le comité citoyen et son animation. Et on essaye de montrer comment concrètement on s'y prend pour faire de l'animation d'éducation populaire, qui n'est pas une animation comme une autre et qui nécessite de mettre un certain nombre de dispositifs en place pour essayer de réduire finalement ces rapports sociaux, ces rapports de domination qui sont inhérents à toute action collective. Et donc nous, on n'y échappe pas non plus, c'est-à-dire que ces rapports entre ceux qui se vivent comme sachants et ceux qui se vivent comme moins sachants, ceux qui se vivent comme plus militants ou moins militants, ceux qui se vivent comme personnes de quartier populaire ou milieu plus bourgeois, etc. Bien sûr qu'on y est confronté. Par contre, voilà, c'est l'enjeu de mettre en place un mode d'animation qui va essayer de réduire ces effets-là. Donc, concrètement, ça va être le cadre d'échange qu'on se donne, la distribution de la question de la distribution de la parole, privilégier les petits groupes à la grande assemblée avec le grand Manitou qui parle. Ça va être privilégier le croisement de savoir, donc pour s'autoriser à faire des groupes de pairs, par exemple. Je parlais toujours en référence à ATD. Travailler par petits groupes de pairs, puis croiser avec des personnes avec des profils différents. Ça va être privilégier la convivialité. Donc on mange toujours ensemble autour d'un repas. Il y a une garde d'enfants pour ceux qui n'ont pas de moyens de garde. Et puis il y a cette idée de d'induire en fait un maximum de rapports horizontaux. Donc on n'échappe pas au fait que oui, il y a des rapports comme ça qui peuvent se rejouer, mais qui sont quand même largement réduits dans cette expérience-là. Et chose qu'on a pu évaluer à travers notre enquête auprès des participants, qui vraiment, voilà, cette dimension-là de j'ai fait une expérience collective que je n'avais jamais faite et je pensais pas qu'on pouvait comme ça, entre des gens si différents, se parler, s'accorder sur des choses. Ça a fait bouger des représentations aussi, des représentations sociales sur milieu populaire, milieu aisé, et dans les deux sens d'ailleurs. Se rendre compte qu'on a un peu cette humanité en commun quand même. Donc ça, c'est des résultats qui sont très forts sur la caisse et qu'on va poursuivre encore. Nous, en gros, comme je vous disais tout à l'heure, on a un vrai sujet sur la diversité culturelle. Aujourd'hui, la caisse alimentaire,
elle promeut quand même une alimentation voilà, qui a une petite couleur, on va dire, qui n'est pas si diverse que ça. Et donc, on a besoin aujourd'hui de travailler sur la diversité des produits accessibles. Donc oui, c'est possible, mais avec un effort permanent et en réinterrogeant tout le temps nos dispositifs, nos manières de faire, nos modes d'animation, etc. C'est beaucoup de formation aussi. Aujourd'hui, on forme beaucoup nos membres à l'animation eux-mêmes pour qu'ils aient justement cette possibilité bah, d'animer le groupe à leur manière aussi. C'est-à-dire que de pas, comment dire, de pas non plus trop s'appuyer tout le temps sur des animateurs professionnels et de pouvoir aussi avoir une capacité d'animation en interne parce que c'est aussi un enjeu maintenant de pérennisation pour nous que notre expérience, elle reste pas une belle expérience avec un beau rapport que vous pouvez télécharger sur le site, mais qu'elle se poursuive et qu'on travaille nous aussi en démocratie alimentaire à l'appropriation de tout ça par les personnes elles-mêmes. Puisque à la base, je l'ai pas dit, mais l'expérimentation a été initiée plutôt par un collectif d'associations on est allé chercher des citoyens qui aujourd'hui sont au cœur de tout ça et sont un peu les maîtres du bateau. Bah, du coup, nous, on a envie, bien sûr, que ça se poursuive et eux aussi. Donc, tout cet enjeu de formation, mais ça, c'est des enjeux qu'on va retrouver dans l'action collective d'une manière générale, hein, comment on arrive à faire perdurer ces groupes. Et voilà. Fantastique de musique à mes oreilles, surtout pour la prise en charge des personnes, l'appropriation par les personnes elles-mêmes, c'est vraiment fondamental. Merci, Pauline. Euh, Où allons-nous avec tout ça? Je sais pas, je voyais Laurence hocher de la tête sur les questions d'adaptation culturelle. Je sais pas, Laurence, si tu avais envie de rebondir, là, je, je, je sais pas. Et moi, je C'est voulais même juste pas. rajouter un truc que je voulais dire tout à l'heure et j'ai oublié, je me permets. Quand je parlais de l'approche systémique, hein, de la nécessité de penser à la fois les questions de système alimentaire et les questions d'accès pour tous, et que je revenais sur un petit peu la critique de cette notion de consommateur qui lutte avec son porte-monnaie, et ben en fait c'est tout, et je pense que vous avez la même chose aujourd'hui à Montréal, c'est tout cet enjeu de la modification des environnements alimentaires. C'est-à-dire que c'est vraiment cette hypothèse aujourd'hui qu'on fait très fort de dire arrêtons de nous focaliser sur les gens jusqu'à les culpabiliser parfois de devoir faire autrement et de devoir éviter ce qu'on leur propose de manière massive, hein, quand même, qui est une alimentation industrielle, de supermarché, etc. Et focalisons-nous un petit peu plus sur ce qu'on appelle les paysages alimentaires ou les environnements. C'est-à-dire, on peut se dire que si on arrive à faire évoluer l'offre dans les quartiers, quels qu'ils soient, ben, les pratiques, elles vont évoluer avec. Et je pense que c'est là où ces projets-là, ils ont aussi beaucoup de sens. Je me souviens plus pour la carte de proximité si elle a généré la création de marchés ou c'est plutôt des marchés qui existaient déjà. Nous, pour l'instant, on travaille plutôt sur l'existant, mais on en vient aussi à se demander comment la caisse va pouvoir soutenir en fait des nouveaux points de vente, notamment dans les quartiers populaires qui en sont pas trop dotés, de produits frais, de modes de distribution un peu alternatifs, voilà, de venir un peu contrer cette idée que j'ai entendue il y a pas longtemps sur la radio d'une communicante d'un grand groupe de supermarchés qui dit bah oui mais nous on met du hard discount dans les quartiers populaires parce que c'est ça que les gens ils veulent. Bon bah je suis pas sûre qu'il y ait eu un comité citoyen du quartier qui se soit réuni pour demander ça. Bon, voilà, juste pour dire, voilà, et après j'arrête parce il est déjà 16h20, mais je pense que cette question de modifier nos environnements, enfin, l'offre en fait en elle-même, aujourd'hui, elle est majeure, quoi. Fantastique. J'essaie de gérer la prise de notes, la gestion des questions en même temps, puis ça, le temps avance. Je voulais poser la question, il y a tellement de questions pertinentes, puis le temps avance. Rachel a demandé au Carrefour, est-ce que vous avez réalisé une étude de marché ou sondé les clients pour mieux comprendre leurs préférences alimentaires? Vous en aviez parlé un petit peu, puis je pense qu'on peut revenir sur cette question qui semblait fondamentale. Oui, ben, par rapport aux besoins des participants, je crois que ce qui est une force dans le programme de carte proximité, c'est vraiment notre lien avec les organismes communautaires qui, eux, parfois portent les deux chapeaux. Donc, ils sont à la fois des organismes qui distribuent la carte proximité et qui organisent
des marchés nomades, des marchés sociaux. Donc, vraiment, eux, ils ont un lien privilégié avec les participants, puis ont la possibilité de faire intervenir les consommateurs dans le choix des aliments, puis dans les décisions qui sont prises au sein des marchés. Donc, c'est vraiment une force du programme de pouvoir travailler avec des partenaires qui portent ces deux chapeaux-là. Puis, nous, notre rôle dans tout ça, c'est plus un rôle d'accompagnateur, de collaborateur. Comme Samuel disait tantôt, hein, on met des fonds à disposition pour développer ces marchés-là. Je pense par exemple à un nouveau point de vente qui va naître cet été grâce à l'appel à projet dans Montréal-Nord, un projet de regroupement d'achats. Donc, c'est juste un exemple du rôle qu'on joue. On n'est pas toujours nécessairement sur le terrain, mais on offre de l'accompagnement, du soutien et des fonds pour les organismes qui ont vraiment une bonne connaissance de leur propre environnement alimentaire, puis leur paysage alimentaire, puis ils sont en mesure de faire ces changements-là. Merci, Laurence. Bon, là, mon cerveau intègre les choses pendant, après. Fait que là, Pauline, tu parles d'environnement alimentaire, puis là, Laurence, tu viens justement de nommer comment ça a développé la carte a permis tranquillement dans des quartiers de renforcer le développement de l'accès de lieux d'approvisionnement. Euh, Puis je sais pas si j'ai une question, mais je voulais comme mettre l'accent sur ce volet de paysage alimentaire puis d'environnement alimentaire parce qu'au final, c'est ça qui manque dans les quartiers les plus défavorisés, l'accès à, tu sais, on va avoir par exemple un Super C, mais est-ce que c'est vraiment là, est-ce que l'environnement alimentaire qu'on trouve dans un marché, parce que j'aurais pas dû le nommer, est-ce que ça représente vraiment les aliments qu'on recherche? Puis est-ce qu'on peut avoir des espaces qui sont plus adaptés aux besoins de la population. Je sais pas, Pauline, est-ce que ça prend forme sous des épiceries solidaires seulement ou est-ce qu'il y a des nouvelles formes de lieux d'approvisionnement qui, je sais pas, je suis comme Bah, curieuse. c'est en cours, enfin c'est vraiment en cours parce que c'est des choses qui sont beaucoup plus complexes. Là, on va travailler. Ce qui est peut-être intéressant à dire, c'est que au niveau de la caisse alimentaire, donc nous, on a ce qu'on appelle le conventionnement. Donc, en gros, les participants, le comité citoyen choisit dans quel lieu on va pouvoir aller dépenser notre monnaie alimentaire. Donc, il est plutôt parti de ce qui existait. Donc, comme je disais tout à l'heure, des producteurs sur des marchés, des magasins bio notamment, des plus petites épiceries, etc. Et là, en fait, et on se rend compte qu'on a certains quartiers qui restent un peu pas très bien dotés. Donc, si les gens ils doivent traverser la ville pour aller faire leurs courses, bon bah ça marche plus du tout notre truc, quoi, hein. Et là, en fait, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on commence à travailler avec la collectivité, avec la métropole de Montpellier, donc les services publics, qui eux aussi veulent agir sur ces paysages alimentaires et qui réfléchissent à mettre en place une forme d'accompagnement des commerçants sur leurs pratiques en fait, sur leur offre. Et donc bah, de mettre à disposition des ressources humaines, des gens dont c'est un peu la spécialité, qui connaissent un peu les filières, voilà, qui savent un peu accompagner des commerçants sur leur approvisionnement, etc. Et donc voilà, on essaye de travailler en lien avec ça. Donc je ne sais pas où est-ce que ça mènera, c'est vraiment le tout début. Mais il me semble que c'est assez intéressant parce que la limite de ce qu'on fait, c'est quand même que, bah, mine de rien, même si on a expérimenté avec 400 familles, bon, bah, c'est que 400 familles. Donc c'est pas non plus. Nous, en termes de chiffres, on a fait circuler 500 000 euros à peu près en monnaie alimentaire sur les 2 ans d'expérimentation. Bah, c'est beaucoup et à la fois c'est rien du tout à l'échelle de des millions d'euros et des milliards d'euros qui circulent dans l'alimentation sur la métropole. Donc on n'a pas non plus un pouvoir aujourd'hui, on ne constitue pas un levier de changement suffisamment fort pour se dire qu'on va avoir un effet sur ces systèmes et ces environnements. Donc il faut, et ce qu'on dit beaucoup aujourd'hui, c'est que c'est très intéressant les caisses et l'idée de sécurité sociale alimentaire qu'il y a derrière. Mais il faut des mesures complémentaires, il faut que ça soit orchestré avec d'autres types de politiques publiques qui viennent réguler, contraindre quelque part ce marché beaucoup trop libre qui est en train de nous pourrir la santé et le reste. Il faut des contraintes, il faut des régulations, il faut voilà, il faut que la puissance publique intervienne sur l'alimentation, sur la publicité, sur voilà, j'avais été frappée à Montréal aussi
Il y avait une initiative, je crois, pour qu'il n'y ait pas de fast-food autour des écoles ou un truc comme ça, non? J'avais vu ça dans... Bon voilà, ce genre de mesures de régulation, ça reste indispensable. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas tout régler avec des caisses ou des choses de ce type, quoi. Donc c'est là où ça fait le lien avec ce que tu disais au début sur bah, comment on va aussi s'intéresser aux politiques publiques alimentaires au sens plus large. Et que peut-être par contre toutes ces personnes qui s'investissent dans des comités citoyens de caisse ou de coupons puissent peut-être ensuite faire un autre parcours pour aller s'intéresser à d'autres politiques, à d'autres choses, parce qu'il y aura eu cette éducation populaire et cette, bah, voilà, cette compréhension des enjeux. Et ça en fera aussi des, voilà, des citoyens éclairés quelque part pour aller discuter sur d'autres aspects des enjeux alimentaires, parce qu'il y en a pas mal. Mais justement, il y a un pont à faire avec un commentaire super pertinent de quelqu'un dans le chat, de Caroline Benoît, qui parle de l'opportunité exceptionnelle qu'il y a au Québec d'aborder volet systémique de à partir de l'adaptation au changement climatique. Il y a des plans d'action climat dans toutes les MRC, puis il y a la démarche VRAC, PARC de toutes les directions de santé publique sachant que toutes les personnes qui sont menacées par les aléas climatiques sont aléatoires. Euh, Bref, tout ça pour dire qu'il y a tu sais, la question de l'adaptation au changement climatique puis de l'insécurité alimentaire et certainement, on peut toute cette volonté-là d'inscrire les municipalités et les instances plus territoriales dans cette réflexion-là, parce que des fois, on peut se demander, ben, au niveau des responsabilités, tu sais, quand tu parles, Pauline, de, par exemple, le zone, tu sais, ce qui a été fait par rapport au fast-food autour des écoles, ben, c'est dans une perspective de zonage, dans une perspective d'aménagement du territoire, puis comme, tu sais, est-ce que la santé des citoyens, puis comment on fait pour croiser les différentes responsabilités municipales pour qu'elles véritablement s'intéressent et agissent sur les questions d'alimentation? Ça, c'est fondamental. Puis le volet adaptation au changement climatique fait partie des multiples pétales de la fleur sur laquelle on peut s'inspirer pour insuffler ce changement. Mon Dieu, je suis poétique ce matin. C'est peut-être toute cette conversation incroyable qui m'allume. Euh, Est-ce que vous travaillez sur les volets d'adaptation? Est-ce que l'adaptation au changement climatique est une des approches qui nourrit le mouvement des caisses communes en France? Oui, enfin, oui, au sens où la dimension environnementale, elle est présente dans les préoccupations voilà, de ce qui se travaille dans les caisses, hein. Donc les conditions de production, notamment des produits alimentaires, donc les pratiques agricoles. Donc c'est présent à ce niveau-là, mais comme je disais, voilà, il y a quand même un écart entre l'échelle aujourd'hui à laquelle on agit et on expérimente et la complexité de ces enjeux-là. Mais voilà, avec toujours cette idée qu'on doit prendre le problème par un côté et qu'ensuite ça va se compléter peut-être avec d'autres mesures. Donc oui, c'est présent, mais voilà, avec une certaine humilité et une certaine conscience que pour l'instant on n'est pas sur, voilà, on n'a pas de mesure d'impact par exemple là-dessus, quoi. Bon, c'est là qu'on atteint le 10h30, l'heure fatidique où est-ce que ce webinaire est supposé de prendre fin, qui commence à être tard aussi à Montpellier. Merci beaucoup, Pauline, pour la conversation. C'était super inspirant. Merci à vous, c'était... ouais. Il y a plein d'éléments qu'il va falloir qu'on continue à échanger pour comprendre, moi, l'accompagnement des commerces. Je vais être super curieuse parce que comment on peut accompagner les commerces tout en restant appuyé sur le désir des citoyens, comment vous croisez ça ensemble. C'est vraiment un volet qui nous intéresse. Ouais. Merci pour toutes vos contributions dans la salle. Je sais que c'est frustrant parce que ça devrait être plus long qu'1 heure et demie, mais c'est une question de bien-être. On a une conversation super pertinente pendant 1 heure et demie, puis après, on reprendra au besoin. De toute façon, en toutes ces questions-là, on continue à les travailler avec vous, que ce soit avec la carte de proximité, puis avec nos collègues en France et toutes les personnes qui interviennent en sécurité alimentaire. Donc, n'hésitez pas, je vous ai mis dans le lien, dans le chat le lien vers le Google Form, puis ça serait vraiment super intéressant de vous lire, d'avoir vos idées,
d'approfondir. Tu sais, si vous avez des éléments qui ont été mentionnés aujourd'hui que vous aimeriez qu'ils soient approfondis, c'est vraiment à travers ce formulaire d'évaluation-là que ça vous permet de orienter les prochaines activités de l'espace cuisine. Donc, n'hésitez pas à nous dire comment vous avez apprécié, puis les idées que ça vous donne. Merci à Samuel Génie et à Laurence Pépin du Carrefour solidaire pour votre audace d'avoir participé à ce webinaire qui semblait un peu incertain au début, mais qui a, à mon humble avis, donné une conversation absolument pertinente sur les questions de démocratie alimentaire et de gouvernance participative. Donc, merci à tout le monde pour votre participation. Pauline, on reste en contact. Je suis fan. Merci beaucoup pour toute ta vision Évidemment, d'alimentation. on se reparle bientôt. Merci à tous, c'était très intéressant. Fantastique. Merci Bonne beaucoup, journée tout le Pauline. Merci monde. Et beaucoup. Samuel, Merci. tous, Bonne journée. tous. Merci. Merci.